Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui cette formation, eh bien c'est UAE Team, c'est Team Emirates XDG si je ne me trompe pas parce que le nom a changé, XRG, voilà. Tout simplement, on va revenir un petit peu sur la saison de cette équipe en 2024. On parlera de la saison 2025 avec encore un effectif pléthorique. Et puis, on parlera également du maillot qui a légèrement changé du côté de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2025. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme ou encore biathlon ou encore la voile avec le Vendée Globe. Et puis on commence tout de suite avec UAE, donc UAE, Team Emirates XRG. Un nouveau co-sponsor pour UAE, et oui, même les Émirats, ça ne suffit plus aujourd'hui pour boucler un budget dans le cyclisme. En 2024, selon ladbrooks.be, c'était un budget de 60 millions d'euros, donc un budget qui avait largement augmenté par rapport à l'année précédente. Ils avaient décidé d'augmenter leur budget pour tenter de rattraper leur retard par rapport à la Visma Lease a Bike, ce qui a plutôt bien marché avec la victoire, notamment de Tadej Pogacar, à la fois sur le Tour d'Italie, à la fois sur le Tour de France, avec une domination quand même dans les étapes de montagne de cette formation qui était en surnombre très régulièrement sur les grandes courses du peloton international. On rajoute à ça, la victoire de Pogacar également sur le Tour de Lombardie. Par exemple, en fin de saison, les monuments, il y a eux et Alpecin. Cette année, sur les monuments, il n'y a que deux équipes qui ont réussi à performer. On rappelle également la victoire de Tadej Pogacar à Liège, la victoire également au championnat du monde. C'est vrai qu'il y a eu la grande saison de Tadej Pogacar, mais je rappelle encore une statistique. L'an dernier, en 2024, au niveau des points UCI, le reste de l'effectif, s'il n'y avait pas eu Pogacar, serait quand même devenu deuxième au niveau du classement par équipe, juste derrière la Visma. Et juste derrière, c'était 500 points ou 600 points de retard. Donc c'est vraiment une équipe qui a un collectif très fort, mais en même temps, quand on a 60 millions d'euros, c'est quand même plus facile de créer un collectif. Alors on va regarder les résultats, retour sur 2024. Que dire de la saison 2024 de la UAE, à part que c'était exceptionnel. 81 victoires, ce qui est un nouveau record dans l'histoire du cyclisme moderne en nombre de victoires. Victoire donc sur le Tour de France, le Giro, sur le Tour de France, ils font 1, 4, 6 par exemple. Vous avez également une victoire sur le Reni Tour général, sur le Tour de Catalogne, sur le Tour de Suisse. Il y a peu d'épreuves qu'ils n'ont pas remportées quand même l'an dernier du côté de la UAE, et même sur la Vuelta ils ont quand même été présents, c'est à dire que oui, ils ne font pas un très bon classement général, il y en a quand même deux qui sont dans le top 10, mais ils sont quand même présents également avec victoire d'étape, et pourtant Almeida avait été dans l'obligation d'abandonner. Donc c'est une saison remarquable qu'a fait cette équipe, la meilleure saison de l'histoire de l'UAE, et il va falloir se lever très tôt pour réussir à faire aussi bien. En fait, le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas gagné les 3 grands tours par rapport à la Visma Lease a Bike. Mais la Visma Lease a Bike n'avait pas été aussi performante sur les classiques. Eux, ils ont été performants sur les classiques. Donc c'est... Dans les deux cas, ce sont des très bonnes saisons, mais je dirais que la UAE est peut-être même encore au-dessus de la saison de la Visma en 2023. C'est vraiment impressionnant ce qu'a réussi à faire cette formation en 2024, mais en même temps, plus gros budget du peloton, un collectif, beaucoup de ces coureurs qui sont équipiers pourraient être des leaders dans beaucoup d'autres formation. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que tu arrives à obtenir des résultats quand tu es en surnombre, notamment sur les étapes de montagne, ou que tu arrives à faire mieux avec ton collectif. Bon, les victoires en 2024, parce qu'il va falloir prendre sa respiration, ça va être extrêmement long. On commence déjà
avec Tadej Pogačar au championnat du monde. Cette victoire-là ne compte pas techniquement dans le total de la UAE, car ce jour-là, Tadej Pogačar n'avait pas un maillot de la UAE. Ça a commencé dès la deuxième étape du Tour de Nonder avec le numéro d'Isaac Del Toro. On avait ensuite le Tour de la Communauté de Valence, la quatrième étape et le général pour Brandon McNulty. Finn Fisher Black qui a remporté la Muscat Classique et la deuxième étape du Tour de Man. La cinquième étape et le général était remporté par Adam Yates. Brandon McNulty qui a remporté le contre-la-montre de l'UAE Tour. La Faune Ardèche Classique pour Juan Ayuso. Marc Hirschi qui a remporté l'épreuve lendemain de la Drôme Classique. Tadej Pogačar qui a remporté l'Estrade Bianche. Tirreno Adriatico, la première étape pour Juan Ayuso. Paris-Nice, étape 3, c'était le contre-la-montre par équipe, également remporté par cette équipe. Comme la deuxième étape du Tour de Catalogne pour Tadej Pogačar qui a remporté également l'étape 3, 6 et 7 et le général de cette course. En rajoutant ça, la semaine internationale Copier-Bartali, la deuxième étape pour Diego Ulissi. La 20e victoire, c'était que le 30 mars avec le Grand Prix Miguel Indurain pour Brandon McNulty. On continue avec Juan Ayuso qui a remporté le Tour du Pays Basque, le Tour des Abruzzes, étape 2, étape pour Jan Christen, étape 4 pour Pavel Sivakov, Antonio Morgado qui a remporté le Giro della Romagna, c'était la 24e victoire de cette équipe, la 25e c'était Liège-Bastogne-Liège avec Tadej Pogačar. Del Toro remportait la première étape du Tour des Asturies. Morgado remportait l'étape 2. Finn Fisher Black l'étape 3. Et c'était Del Toro qui a remporté le classement général. Le contre-la-montre du Tour de Romandie, c'était Brandon McNulty. Le Tour d'Italie, étape 2, 7, 8... 15, 16, 20 et le général pour Tadej Pogačar. On rajoute à ça dans ce mois de mai également la victoire sur le championnat des États-Unis du contre-la-montre de Brandon McNulty. Étape 5 du Tour de Suisse remporté par Adam Yates comme l'étape 7 et le général, alors que l'étape 6 et 8 étaient remportées par Joao Jean Almeida. Tim Willems qui a remporté le championnat de Belgique du contre-la-montre, le championnat d'Allemagne du contre-la-montre c'était Nils Politt, le championnat d'Autriche du contre-la-montre c'était Großschartner, le championnat du Portugal du contre-la-montre c'était Morgado, et enfin le championnat de Slovénie sur route c'était Domen Novak. Tadej Pogačar qui a remporté l'étape 4, 14, 15, 19, 20, 21 et le Tour de France, le Giro dell'Appennino pour Jan Christen, le Tour d'Autriche, l'étape 3 et le général pour Diego Ulissi. On arrive à la Ordisiaco Classica, la Prueba Villafranca pour Jan Christen. C'était au mois de juillet et c'était la 59e victoire de cette équipe. Marc Hirschi a remporté le général et la deuxième étape du Tour de République tchèque. Le Tour de Burgos, étape 4, le contre-la-montre pour Jevine. Marc Hirschi a remporté la Classica San Sebastian. Tim Willems remporté la deuxième étape du Tour de Pologne qui était un contre-la-montre. Brandon McNulty a remporté l'étape 1 du Tour d'Espagne qui était également un contre-la-montre. La Bretagne Classique remportée par Marc Hirschi. Adam Yates remporté l'étape 9 du Tour d'Espagne. Le René Wittour a été remporté par Tim Willems. La 16e étape du Tour d'Espagne était remportée par Marc Solé. Le Grand Prix Industria et Artigianato était remporté par Marc Hirschi. C'était la 70e victoire de l'équipe. On était seulement en septembre. La Coppa Sabatini également pour Marc Hirschi et le mémorial Marco Pantini. La triplette gagnante du côté du coureur suisse. Tadej Pogačar a remporté le Grand Prix de Montréal. Le Tour du Luxembourg, l'étape 4, le contre-la-montre pour Juan Ayuso. La Super 8 classique pour Baroncini. La Cro Race, étape 2, étape pour Molano, étape 3 pour McNulty. Giro dell'Emilia pour Tadej Pogačar, c'était la 78e victoire. La 79e, c'était le général de la Cro Race pour Brandon McNulty. On rajoute à ça la Coppa Agostini, 80e victoire pour Marc Hirschi. La 81e, c'était le Tour de Lombardie pour Tadej Pogačar, qui était la dernière victoire de cette équipe. Bien entendu, 81 victoires, eh bien c'est largement mieux qu'en 2023. On était à 57, ce qui était déjà énorme, et en 2022 à 48. Donc c'est juste hallucinant, et ils sont déjà à 3 victoires en 2025 et nous sommes que le 27 janvier. Il aura fallu attendre seulement 16 jours pour qu'Isaac Del Toro remporte sa première victoire sur le Tour de Nonder. Eh bien c'était mieux qu'en 2021 ou qu'en 2020, et pourtant cette équipe sur les dernières années n'a jamais mis beaucoup de temps avant de s'imposer, et même à l'époque de la Lamprey, c'était pas une équipe qui mettait beaucoup de temps à gagner.
Et pourtant, il y a eu des années où la Lamprey n'était pas au top, hein, en termes de palmarès sur les fins de saison. En termes de victoires, ben, bien entendu, ils sont en tête du classement mondial, hein, de toutes les équipes professionnelles avec 81 victoires. C'est quand même 81 victoires, quasiment le double de la Lidl Trek. Donc ça aussi, c'est impressionnant. 41 victoires avec 81 victoires pardon, avec 20 vainqueurs différents, ce qui là aussi est au-dessus du lot. Je rappelle 20 vainqueurs différents pour 30 courants dans une équipe, c'est-à-dire que les 2 tiers de cette formation ont quand même remporté une victoire. On a eu quand même 41 victoires en World Tour. Donc c'est-à-dire que là aussi, la moitié des victoires de cette formation ont été en World Tour. Donc là aussi, c'est largement au-dessus du lot. Du côté de cette formation, au niveau des poids Pro Cycling Stats, eh bien 12 480 points, ce qui veut dire 1500 points de plus quasiment qu'en 2023. Je rappelle que ce classement Pro Cycling Stats prend les 100 meilleurs résultats et c'est au niveau de la Visma en 2023 en termes de nombre de points. Voilà, toutes les deux étaient à plus de 12 000 points sur une saison. Donc ça montre là encore la domination de la UAE dans son ensemble en termes de résultats. On regarde tout de suite les transferts du côté de cette saison pour la UAE. Eh bien, nous avons 6 départs pour 5 arrivées. Parmi les départs, eh bien, 2 coureurs n'ont pas encore retrouvé de point de chute. C'est Michael Vink et Alvaro Hodge, ou Odeg, selon les prononciations, qui n'ont pas trouvé de point de chute. Ulissi rejoint XDS Astana, Mark Hirschi la Tudor, ça a fait parler, Finn Fisher Black, la Red Bull Bora Hansgrohe, et enfin Sturge Bax, qui rejoint la Q36.5, et parmi les arrivées, eh bien vous avez Narvaez, qui était chez Ineos et qui a déjà gagné sur le Donander, Florian Vermeersch qui était allé chez Lotto Destiny, Rune Erogots qui était chez Intermarché, Julius Jorgensen qui était chez Sabgal Nicolor, qui est une bonne équipe portugaise qui a notamment recruté cette année Alexis Guérin, et puis Pablo Torres qui était dans l'équipe réserve de la UAE, jeune coureur espagnol qui a fini en fanfare le Tour de l'Avenir. L'effectif donc de la UAE en 2025, eh bien ce n'est pas le plus jeune, il est dans la moyenne, hein, on est même 11e du côté des équipes du World Tour. Alors c'est plus jeune que la Visma, mais de pas grand chose, hein, 0,2 années, c'est plus jeune également qu'Ineos. Par contre Red Bull est un petit peu plus jeune, ou encore eh bien, la Bahrain Victorious ou Decathlon sont plus jeunes que du côté de la UAE Team Emirates. Le plus jeune coureur, eh bien c'est Pablo Torres, il a seulement 19 ans et 78 jours, c'est l'un des coureurs les plus jeunes même du World Tour. Bon, il y a quand même Paul Sexas qui a 18 ans, mais quand même c'est assez impressionnant. Et puis parmi les coureurs les plus âgés, eh bien Vegard Langen, 35 ans et bientôt 36, et Rafał Majka également qui a plus de 35 ans. Vous avez 8 coureurs qui ont 30 ans ou plus, et dans le même temps, eh bien nous avons que 6 coureurs qui ont 25 ans ou moins. Parmi ces 7 coureurs, pardon, nous avons Baroncini, nous avons Ayuso, Igor Arrieta, nous avons Isaac Del Toro, Antonio Morgado, Jan Creston, Pablo Torres. On peut dire quand même pour la plupart que des cracks, à part Igor Arrieta, qui est peut-être le plus faible dans ce groupe-là. Et puis même dans les coureurs qui ont plus de 30 ans, c'est impressionnant. Et puis bon, vous avez des coureurs qui ont certes plus de 25 ans, mais qui restent jeunes. Je pense notamment à Pogačar, Almeida, qui ont seulement 26 ans. Sivakov, qui n'a que 27 ans. Narvaez aussi. Donc c'est assez impressionnant de ce côté-là, du côté de cette formation UAE. On regarde tout de suite les coureurs à suivre pour l'an prochain. Alors j'ai pas mis Pogačar parce que forcément on va le suivre et j'avais pas grand chose à dire, donc un petit peu comme Vingegaard du côté de la Visma, j'ai décidé de me concentrer sur d'autres coureurs où j'avais pas mal de choses à dire et pas mal d'informations à donner. On commence avec Jevine. Jevine, oui, pourquoi je mets Jevine? Parce que entre 2024 et 2023, on n'a pas vu une grande évolution du côté de Jevine. Toujours ces problèmes de maîtrise sur le vélo. Ce qui est le principal problème de Jevine, ce manque de technique sur le vélo.
Et en termes de résultats, bah, il n'a pas franchi un cap. Et comme il est toujours gêné par ses chutes à répétition, bah, il a du mal à être important sur les courses par étape. Et pourtant, il a des qualités. On l'avait vu notamment à l'époque de Alpecin, mais comme il tombe régulièrement, c'est pas l'idéal. Moi, j'ai pas vraiment été convaincu par son Tour d'Espagne, par exemple. Je dis franchement, je l'ai pas trouvé excellent son Tour d'Espagne. Et puis, bah ouais, seulement 54 jours de course, hein, quand même là aussi, hein, c'est pas énorme, du côté de Jevine. Et pourtant, il a commencé sur l'UAE Tour. Ouais, non, il manque encore des choses hein, pour que Jevine soit meilleur sur un vélo. Bah, déjà, il faut de la technique. Et je pense qu'il il manque encore un peu d'expérience quoi, du côté de Jevine. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec cet effectif pléthorique de la UAE, quelle est la place de Jevine dans un effectif comme ça, à part être équipier? Oui, chez Groupama, il serait leader. Chez Picnic, il serait leader. Chez UAE, bah, il n'y a pas vraiment de place pour lui sur des courses. Alors oui, sur des courses, on va dire, de seconde zone, où là, il peut peut-être être présent en tant que leader, mais sur des courses majeures, bah, c'est pas évident. Et puis même, on le voit, en 2023, il était présent dans beaucoup plus de grosses épreuves qu'en 2024, parce que même la sélection sur les grosses épreuves, bah, avec la densité de cette équipe, moi je préfère privilégier un Pavel Sivakov qu'un Jevine, par exemple, pour épauler un Tadej Pogacar, et c'est ce qu'a choisi un petit peu l'équipe. Donc c'est vrai qu'il est en difficulté parce que bah, c'est plus forcément un élément majeur comme lors de son arrivée en 2023 où c'est vrai que l'équipe comptait énormément sur lui, vu que chez Alpecin il avait fini fort le Tour d'Espagne. Là, c'est quand même un petit peu moins le cas et c'est vrai qu'en termes de réputation, je trouve qu'il a un peu baissé. C'était un mec qui était souvent cité parmi les cracks, les futurs grands et des trucs comme ça. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Jevine est beaucoup moins cité hein, dans ce type de classement parce que bah, on est un peu déçu. Mais c'est aussi le problème d'être dans une équipe comme UAE où il y a un peu trop de monde, hein, tout simplement. Il y a un peu trop de très très bons coureurs. Adam Yates, deuxième coureur à suivre. Adam Yates. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé sa saison 2024 en retrait. Il avait fait une très bonne saison 2023. 2024 c'était un peu moins bien. C'était pas catastrophique. Là aussi, sur sa Volta, malgré sa victoire d'étape, je trouve qu'il a. Ouais, alors il disait que lui il n'était pas en grande forme, mais je trouve que des fois il n'a pas super bien couru en perdant du temps presque exprès. Enfin c'était assez particulier la Vuelta je trouve d'Adam Yates. Sur le Tour de France je trouve il a pas eu le rôle de lieutenant qu'il a vu l'an dernier aussi parce qu'il y avait Almeida, mais je trouve qu'Almeida a eu ce rôle de lieutenant et Adam Yates a été moins important dans le dispositif autour de Tadej Pogacar. Il a plus eu un rôle de capitaine de route même. Vous savez quand il engueule par exemple Juan Ayuso, où c'était plus un rôle de capitaine de route qu'un rôle de lieutenant qu'il avait à Adam Yates parce que peut-être qu'il était trop limité physiquement. Après il gagne le Tour de Suisse. Bon ça voilà, il fait également un grand Tour de Man qu'il remporte. Mais c'est vrai que sur le reste de la saison, ça a été plus compliqué. Il faut se rappeler aussi qu'il tombe sur l'UAE Tour et que ça lui a coûté quasiment 2 mois de saison. Donc voilà, peut-être une préparation. Voilà, il est tombé à la mauvaise période de la saison. Je dis toujours janvier-mars. Enfin, janvier, février jusqu'à début mars, c'est plutôt la période où il ne faut pas avoir de pépins, il ne faut pas tomber parce que ça vous ralentit forcément sur toute la saison. C'est très rare après une préparation tronquée et une pré-saison tronquée de réussir à faire une bonne saison ensuite derrière. Et c'est peut-être ce qui a manqué. Voilà Adam Yates et ses jours sur l'UAE Tour, c'est ces 2 mois de compétition qui ont manqué. Malgré un bon Tour de Suisse, bah, je l'ai trouvé moins bon, encore une fois, sur le Tour de France. Je ne l'ai pas trouvé aussi percutant sur le Tour de France. Du côté d'Adam Yates. Dernière année de contrat pour lui chez UAE. Alors est-ce qu'il prolongera ou est-ce qu'il rejoindra une autre formation? Est-ce qu'il retournera chez Orica Green Edge par exemple? Est-ce qu'il courra en France? Parce que je rappelle que Adam Yates a une particularité. Il est passé notamment par le CC Etup dans ses jeunes années. Donc est-ce qu'il courra dans une équipe française? Grande question du côté d'Adam Yates qui a 32 ans. Que loin d'avoir fini, je pense qu'il y a encore des choses à montrer.
même si il est dans sa 11e, 12e saison, Adam Yates, hein, parce qu'il a commencé en 2014. Donc ça commence à faire du côté du coureur britannique. Hein. Il n'est plus si jeune que ça, Adam Yates. Hein. C'est vrai qu'il a commencé à passer un grand âge maintenant, le coureur britannique. Non, je déconne, mais c'est vrai que c'est à partir d'un âge où on commence à se poser des questions. Est-ce que je veux rester en World Tour? Est-ce que je suis encore motivé par le World Tour? Est-ce que j'ai encore cette capacité à me dépasser? Ça, c'est des réflexions qui peuvent se poser du côté de certains coureurs à passer 30 ans, passer 31, 32 ans. Voilà, et surtout quand on a 10, 11 ans de cyclisme en World Tour dans les pattes. Autre coureur que je vais suivre en 2025, eh bien c'est Filippo Baroncini, coureur qui lui aussi est en fin de contrat avec la UAE Team Emirates, coureur qui a été champion du monde espoir, ça remonte déjà un petit peu, c'était en 2021, du côté d'Anvers, mais qui a connu des années chez Lidl Trek qui n'avaient pas été excellentes en termes des résultats, et je trouve que en 2024 il a bien relevé la tête, il finit bien l'année, je trouve qu'il a très très bien fini l'année avec la Super 8 classique notamment, mais il a été efficace notamment sur la fin de la Vuelta c'est vrai que j'y croyais plus vraiment pour tout vous dire à Baroncini l'an dernier, 7ème de la Veneto classique. Donc on a peut-être retrouvé Baroncini, donc c'est pour ça que je vais le suivre, parce qu'un coureur qui a retrouvé de la confiance et qui pourrait être efficace sur des classiques, alors peut-être pas sur les plus grandes classiques du calendrier, ça il faut encore attendre un petit peu, mais c'est un coureur qui peut être très intéressant désormais. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour un coureur qui n'a pas été épargné non plus par les fractures, par les blessures. Filippo Baroncini, depuis son passage chez les professionnels, lui qui avait fait une super année 2021, parce qu'il avait été champion du monde, mais il avait été vice-champion d'Europe également, et il avait remporté une étape du Baby Giro, et 4e de la Coppa Sabatini également, donc j'ai le temps de le voir déjà sur les semi-classiques italiennes, mais de le voir également sur la première partie de saison, voir ce qu'il est en capacité de faire Baroncini. Voilà, ça m'intrigue, parce que souvent les champions du monde espoir, il y a eu à boire et à manger du côté des champions du monde espoir. Lui, j'avais un peu peur qu'il soit dans le côté n'arrive pas à performer dans les catégories élites. Et l'année dernière, ça a un peu changé mon avis, ses résultats en fin de saison. Donc je me dis, s'il a très bien fini l'année, il va peut-être redémarrer sur les chapeaux de roue. Après, c'est toujours la difficulté également dans cet effectif, c'est de trouver sa place. Mais ça lui permettra peut-être de choper un contrat dans une autre formation. Et dans ce cas-là, d'être un leader, notamment, je sais pas moi, mais dans des équipes italiennes. Pourquoi pas en deuxième division ou même en première division, hein. Il y a plusieurs équipes qui aimeraient bien avoir un Baroncini. Juan Ayuso, on pensait peut-être pas le retrouver dans cette équipe l'an dernier. Hein. On a eu des doutes à un moment avec Juan Ayuso après le Tour de France. On a eu des gros doutes quand même sur le coureur espagnol. Voilà, on avait quand même des rumeurs qui nous disaient que le relationnel n'était pas exceptionnel. Alors même si chez UAE, on essayait d'éteindre l'incendie, notamment avec une photo sur le Grand Prix de Québec, c'est vrai que on sentait qu'il y avait un différend quand même entre Ayuso, le jeune aux dents longues, et la direction de l'équipe qui disait « Oui, mais non, t'es derrière Pogacar, t'es derrière Almeida, t'es derrière, on va dire, une partie des leaders de cette formation. Tu n'es peut-être même pas le 3e ou le 4e homme de cette équipe. » Et puis, Ayuso, il n'est pas bête aussi. Il voit Del Toro arriver, il voit Pablo Torres arriver, il voit Morgado qui a fait des bonnes premières courses en Espagne. Donc, il sait qu'il va devoir obtenir des résultats et qu'il ne faut pas qu'il se rate parce que sinon, il va descendre dans la hiérarchie mondiale alors qu'il est 14h30 et que le chaton a décidé d'aller dans la litière. Bon, que dire d'autre du côté de Juan Ayuso ? C'est une saison où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution en fait par rapport à l'année précédente. Je trouve entre 2023 et 2024, j'ai presque préféré sa saison 2023 à son année 2024. Même s'il y a eu ces victoires sur la Fonardèche Classique, qu'il arrive à rivaliser un petit peu avec Vingegaard sur Tirreno.
et qu'il gagne le Tour du Pays Basque, mais je rappelle qu'il gagne le Tour du Pays Basque qui est décimé sur cette édition-là, sans remporter d'étape, ce qui est aussi un petit peu particulier. Bah, j'ai pas vraiment aimé son été déjà, et puis il y a le Tour du Luxembourg qu'il ne remporte pas non plus en fin de saison. Ouais, je trouve qu'il en a manqué un petit peu à Juan Ayuso. Bon, on disait qu'il allait peut-être ne pas rester dans cette formation. Au final, il y est. Contrat encore une fois jusqu'en 2028. Il a un contrat longue durée, ce qui est peut-être... il a encore 4 ans de contrat. Bon, maintenant, il va falloir voir ce qu'il va être en capacité de faire. Est-ce qu'il va être en capacité d'être le troisième, le deuxième homme de cette équipe, juste derrière Pogacar? Ou est-ce qu'il restera cantonné, on va dire, à un rôle de super lieutenant du côté de Juan Ayuso? Et comment il acceptera aussi le fait d'être au service d'un autre coureur? Parce qu'on a vu que c'était un peu le problème sur le Tour de France, et qu'il avait, un peu comme Axel Zinglet, un peu du mal à se mettre au service d'un autre leader. Ça, c'est la grande question. Alors, il fera le Giro cette année. Et puis, on devrait le voir également en France, sur l'Ardèche et la Drôme Classique. Il devrait essayer de défendre son titre sur ces épreuves-là. Coureur qui a seulement 22 ans. C'est un Juan Ayuso qui est jeune, mais il y a tellement de bons talents dans cette équipe que c'est pas simple. Morgado, je vais le suivre. Je m'attendais presque à mieux en 2024. Alors, en fait, il fait une super première partie de saison, Morgado. Et passé le mois d'avril, ça s'écroule un peu. Et c'est vrai que sa deuxième moitié de saison est quand même beaucoup moins intéressante. Par exemple, sur le Tour de l'Avenir, assez inexistant. Au championnat du monde espoir, pas là non plus. Il a démarré sur les chapeaux de roue et après, ça s'est un peu écroulé. Voilà, du côté de Morgado. Donc ce que j'attends, moi, même s'il avait fait 5e du Tour des Flandres, ce qui était un bon résultat, mais c'est vrai que j'ai été... Malgré ces résultats qui ont été bons, j'ai été déçu de sa deuxième partie de saison. Moi, ce que j'attends en 2025 de Morgado, c'est qu'il arrive à être performant du mois de janvier au mois d'octobre. C'est ce qui m'a manqué l'an dernier. C'est bien d'être performant du mois de janvier au mois d'avril, mais les stars du peloton, elles sont performantes toute la saison. Donc c'est ça que j'attends. Après, s'il arrive à faire les mêmes résultats sur les classiques flandriennes que l'an dernier, ça sera déjà super. Mais voilà, j'attends qu'on le voit un peu plus dans l'année. Tu vois, par exemple, sur les courses espoirs, je vois sur le course de la paix, pas exceptionnel. Tour de l'avenir, pas exceptionnel. Voilà, je trouve qu'il a eu du mal à gérer sa fin de saison. Voilà, Morgado. Donc on verra comment ça se passe. Il a démarré très fort pour le moment. Là, en début janvier, il a déjà une victoire et 2 podiums en 2 courses. Il va être sur les courses à Palma de Majorque. Donc on va suivre ça parce qu'on regardera ces courses-là. Et puis ensuite, on verra s'il arrive à tenir... jusqu'en août, où il fera notamment le Rennais 8 Tours, où il sera peut-être leader de cette formation sur le Rennais 8 Tours. Ça fait partie de toute manière des coureurs extrêmement talentueux. C'est vrai qu'il a été vice-champion du monde junior, notamment derrière Emil Herzog, et je trouve qu'il s'en est mieux sorti que Emil Herzog. Que l'année 2024, c'est vrai que sur la première partie de saison, c'était pas mal, mais ensuite, voilà, après le mois d'avril, ça a été plus compliqué. Donc j'attends maintenant que ça tienne sur toute la saison. Et puis, on doit le voir sur le Tour de Suisse. Pas de grand tour, normalement de prévu pour Antonio Morgado. On le cantonne plutôt au rôle de classique. Et puis, je me dis qu'avec le départ de Marc Hirschi, il y aura peut-être des opportunités sur cet exercice-là. Antonio Morgado, comme Del Toro, comme Juan Ayuso, parce que c'est vrai que Marc Hirschi, sur des classiques comme sur certaines épreuves, c'était un peu compliqué, parce que c'est vrai que c'est un très bon coureur. Là, il y aura peut-être des opportunités. Quand Pogacar sera pas là, peut-être que Morgado pourra être là, ou également Juan Ayuso. Et puis on termine avec un dernier coureur à suivre, coureur qui a impressionné beaucoup de monde sur le Tour de l'Avenir, avec une performance qui a laissé sans voix beaucoup de monde. Je pense que c'est la bonne expression. Avec Pablo Torres. Voilà, Pablo Torres, qui a fait une saison espoir, deuxième du Tour de l'Avenir, mais qui a été plus impressionnant que Blackmore. Dommage qu'il ait perdu autant de temps en début de course. Troisième du Tour du Giro della Regione, Friuli Venezia. Également cinquième du Tour de la Vallée d'Aoste, deuxième du Baby Giro. Et puis également, j'avais noté
qu'il fait aussi 26e du Tour de Rwanda, mais en prenant la 8e étape, la 8e place au Mont Kigali, donc à 18 ans, je rappelle. Non, il a été très bon. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne remporte pas le titre de champion du monde dans cette catégorie-là. Voilà, il n'a pas réussi à faire une grande course ce jour-là. Behrens s'en est beaucoup mieux sorti, ou même Ivan Romero. Mais ça reste, oui, un coureur qu'on va suivre. Alors, il ne faut pas trop s'enflammer pour Pablo Torres. On sait que c'est une pépite, mais il va falloir voir comment il passe du statut d'espoir à statut de coureur élite. Donc voilà, est-ce que la transition, il va la gérer aussi bien que Del Toro et que Morgado, ou est-ce que ça va être un peu plus compliqué, comme un Baroncini? UAE va lui laisser le temps. Il a un contrat jusqu'en 2030 avec UAE, donc je pense qu'on va lui laisser le temps. On va attendre de lui qu'il progresse. Je pense pas qu'on le mette sur des trop grosses courses, Pablo Torres. L'idée, voilà, c'est qu'il prenne ses marques. Parce que il a que 19 ans, donc c'est un peu comme Paul Sexas, comme d'autres. Il faut pas s'enflammer trop vite. Voilà, faut leur laisser le temps de grandir. Donc ça sera l'objectif, je pense, pour Pablo Torres, mais forcément on le regardera. C'est comme Philipsen. Voilà, on sait qu'on a une génération là de jeunes pépites qui est très intéressante. Donc forcément c'est des coureurs qu'on va regarder. Mais il ne faudra pas trop leur mettre la pression du côté de ces jeunes coureurs. On termine avec le maillot de la UAE. Et bien pour 2023, le retour des manches noires. Et oui, parce qu'en 2024, on avait perdu les manches noires. On était parti sur un maillot très très blanc. En 2023, on avait les manches noires. Et bien en 2025, on retrouve les manches noires, un peu différentes quand même en termes du design. Il y a un peu de noir également sur le bas du maillot. Peut-être parce qu'on a considéré qu'on n'était pas suffisamment visible par rapport à certaines équipes, surtout la Movistar par exemple qui a amené du blanc, ou certaines équipes l'an dernier qui avaient changé leur tunique pendant l'été. Et donc UAE a peut-être décidé de remettre des manches noires par rapport à ce maillot, par rapport à l'an dernier. Sinon, on reste sur du classique, hein, c'est pas exceptionnel. Ça fait le travail, voilà, du côté de la UAE, c'est pas excellent. Moi, ce qui me gêne à chaque fois, c'est le maillot de champion national. Alors, c'était déjà le cas avec la Lamprey, par exemple, qui faisait des maillots de champions nationaux les dernières années qui étaient vraiment pas top. Là, c'est aussi le cas du côté de la UAE. C'est vraiment en tout petit, c'est vraiment une toute petite bande. Même le maillot de champion du monde de Pogacar est quand même le moins réussi de ces dernières années, où il est, on a l'impression qu'il savait pas trop quoi faire au niveau du maillot de champion du monde. Alors ils ont rétréci les logos, voilà, pour que ça tienne et pour qu'on puisse mettre les bandes. Mais ça fait, je trouve, un peu dégueulasse, voilà, ce maillot de champion du monde. On verra. Et puis je trouve qu'il n'est pas hyper visible. Voilà, un maillot de champion du monde, normalement ça va être un maillot visible. Là, je le trouve pas réussi du tout. Et puis même Narvaez, le maillot de champion d'Équateur, il se voit à peine. Voilà, je trouve que c'est un vrai problème, c'est les maillots de champions nationaux. Après, il n'y a pas de règlement de la part de l'UCI. Il faut juste mettre le drapeau. Vous pouvez le mettre de n'importe quelle taille. Il n'y a pas l'obligation d'avoir un maillot bleu, blanc, rouge sans sponsor, ce que fait notamment la Groupama FDJ. Ça, vous n'avez pas l'obligation. Mais moi, j'aime bien quand c'est l'entièreté du maillot qui représente le pays. Voilà, quand c'est juste 3 bandes, je trouve ça un peu con. Voilà. On pourrait peut-être imposer ça du côté de l'UCI. Bon, et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!